Bonjour, bienvenue à cette édition de l'Info avec Marie-Ève Dupont-Plamondon. C'est une entrepreneure. On reçoit aussi Michael Boucher, qui est le coordonnateur des loisirs et de la culture à Saint-Léonard-d'Aston. On reçoit aussi une directrice générale de l'Association des personnes handicapées, Nicolas Amaska. Et on conclut ça avec Louis-Philippe Johnson, qui est un jeune de Saint-Léonard qui participe au projet Katimavik. On reçoit maintenant Marie-Ève Dupont-Plamondon, une femme aux multiples talents qui est une entrepreneure inspirante. C'est le qualificatif que je lui donne. Marie-Ève, ça va bien? Ça va très bien, toi, Stéphane? Bien, super, merci. Puis là, je vais dire dès le départ qui est une des membres du conseil d'administration de Télécœur qui a décidé de donner du temps, de s'impliquer. C'est pas pour ça que je t'ai invité, mais je voulais le souligner quand même. Donc, toi, tu as une entreprise. Tu as une entreprise qui s'appelle Coup de pouce PME. Mais là, avant de parler de coup de pouce PME, moi, j'aime ça comprendre pourquoi il y a des choses qui arrivent. Parce que tu vas nous le dire, il n'y a rien qui tombe du ciel dans la vie. Il y a du travail, il y a des efforts. Ton cheminement qui t'a amené à devenir une entrepreneur, c'est quoi ça? OK. Bien, en fait, moi, je suis enseignante au primaire de formation là, pour montrer un petit peu l'écart qu'il y a entre ma profession actuelle. Et quand j'ai... Déjà au bac, je m'intéressais à l'entrepreneuriat. J'ai fait mon stage final en fait, j'ai participé à une recherche pour un internat à volet entrepreneurial. Mm-hmm. Donc, avec les jeunes, on développait une idée qui n'est pas une entreprise, mais une idée de projet qui a toutes les valeurs entrepreneuriales. Et j'ai vraiment aimé ça. Je savais que j'allais enseigner par projet et probablement avec un fondement entrepreneurial derrière. Cependant, la suppléance étant ce qu'elle est, j'ai pas désiré poursuivre dans cette avenue-là et je me cherchais. Donc, c'est avec le Carrefour Jeunesse Emploi que j'ai eu de l'accompagnement et ça m'a permis de découvrir qu'au final, j'ai vraiment une très forte prédominance entrepreneuriale et il me manquait seulement la mission, la raison d'être. Et ça, c'est pas facile à trouver. Mais là, on va venir à... Tu as eu une belle rencontre, entre autres, avec Philippe Powers du Carrefour Jeunesse Emploi, qui existe toujours, qui moi-même, j'ai déjà fait appel à l'époque. Mais quand tu parles de valeurs, qu'est-ce que tu étais comme personne? Quand on dit des valeurs entrepreneuriales, c'était quoi? Bien, entreprendre, c'est de vouloir d'abord répondre à un besoin et de vouloir développer la solution pour répondre à ce besoin-là. De un, c'est comme le fondement d'un projet entrepreneurial. Ensuite de ça, des valeurs entrepreneuriales, il va y avoir le goût du risque parce que c'est jamais certain à 100% qu'on va réussir. Ça va être la créativité parce qu'on est en mode création de solutions, création de services. Il faut un peu de créativité, il faut oser. La capacité à être capable d'établir des belles relations d'affaires, donc de partenariat, que ce soit du réseautage pour développer notre clientèle. Peu importe le type de projet, on a toujours ces dimensions-là à répondre. La capacité de communiquer avec l'autre pour pouvoir avoir une réponse à nos questions, tout simplement. Je dirais aussi qu'il y a une grosse tendance au leadership, c'est-à-dire que non pas nécessairement donner des ordres à des gens, mais être capable de motiver les gens à nous suivre puis à embarquer dans notre mission. Donc, de rassembler les gens autour d'une cause, je pense que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'allumait beaucoup, ça m'anime et c'est ce qui a, en fait, c'est ce qui est à la base de Coup de pouce PME. Donc, tu avais ça en toi, tu vas cogner une porte parce que là, tu es en questionnement. Comme dans une vie, ça peut arriver, là, des questionnements. On est en transition, tout ça. Tu cognes à cette porte-là. Tu avais ça en toi, ces valeurs-là. Qu'est-ce qui va faire Philippe Powers puis le Carrefour Jeunesse en général pour t'aider à faire le pas de plus, dans le fond? Bien, dans un premier temps, il y a des tests qu'ils font faire, c'est super pertinent pour nous pour apprendre un petit peu plus au volet, le volet quel genre de personne entrepreneur je suis. Le test Nova, entre autres, qui fonctionne par couleur et qui permet de définir si on est du type plus
relationnel, plus suivi des règles. Bref, il y a 4 profils. Puis, déjà là, on voit, OK, j'ai ce qu'il faut pour être entrepreneur. C'est comme l'étape 1, de se dire, avec confiance, je peux le faire. Après ça, il y a la sensibilisation à tout ce qui entoure l'entrepreneuriat parce que à l'école, on nous en parle pas tant. Hein. On nous apprend les métiers, on nous apprend les professions, toutes les carrières disponibles, mais l'entrepreneuriat, être entrepreneur, on le voit rarement. C'est rare les enseignants qui vont en parler et qui vont nous laisser croire que c'est possible pour nous. On dirait que les entrepreneurs, quand on est jeune, je parle au niveau secondaire, même limite collégiale, on voit les entrepreneurs comme sur un piédestal. Ils ont réussi quelque chose d'incroyable, puis on s'identifie pas à eux, comme si c'était pas possible ou qu'il fallait vraiment travailler très fort pour devenir un entrepreneur. Mais dans les faits, c'est pas ça. Puis ça, il faudrait l'apprendre à l'école parce que c'est une belle porte d'entrée et c'est ce que le CGE a fait avec moi. C'est qu'ils m'ont ouvert cette porte-là en disant « T'as du leadership, t'as des compétences, t'as des prédispositions, t'es capable de le faire. » Et après là, arrive, excuse-moi, vas-y. Ben, c'est ça. Après ça, arrivent des discussions à savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pas me lancer dans n'importe quoi. Là, c'était difficile pour moi, faut le dire, parce que je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. Donc, j'ai une facilité à apprendre. J'adore apprendre et j'aime absolument tout. J'aime apprendre surtout. Moi, je dis toujours, je suis experte dans rien, mais je suis bonne dans tout. Puis ça apporte un problème parce que souvent, quand on fait, là, je vais parler des emplois que j'ai eus avant l'enseignement, c'est que tu fais l'emploi, au début, c'est super stimulant, c'est un nouveau défi. Puis ça fait 1 mois que tu travailles dans ces tâches-là, ça devient routinier, et voilà, t'aimes plus ça. Mm-hmm. Tu veux aller dans autre chose, puis dans autre chose. Puis là, tu rencontres des gens qui te parlent de leur métier, puis tu te dis, j'aurais dû faire ça de ma vie. Ça, je me l'ai dit à peu près 100 fois. J'aurais dû faire ça de ma vie dans plein de choses. Puis là, on me demande de démarrer une entreprise avec, pour laquelle je serais prêt à mettre trip sur table, à me battre quand ça va mal. Là, je suis comme, my God, c'est pas moi ça. J'aime tout, mais pas longtemps. Uh-huh. Donc, Philippe m'a aidé dans cette réflexion-là à trouver qu'est-ce qui m'allumait et au-delà des tâches, on pense des fois que bâtir une entreprise, c'est parce que tu es expert dans quelque chose puis que tu vas offrir ça aux gens. Mais moi, mon entreprise, c'est pas ça. C'est pas de l'expertise que j'offre aux gens. J'offre ma polyvalence. J'offre mon écoute. Parce que dans le fond, ça va être coup de pouce PME, c'est tu as un besoin quelconque, tu as une entreprise, on peut cogner à ta porte. On peut cogner à ma porte. Donc, tu as modulé ton concept autour de j'aime ça, j'aime tout, mais pas trop longtemps. Et voilà. Puis, pour continuer dans le parcours, là, parce que ça fait 3 ans, Coup de pouce PME a 3 ans. Et ça a évolué beaucoup depuis le début. Au début, c'est vrai qu'on avait seulement le service plan B. Donc, c'est vraiment de l'exécution de tâches très temporaires. Il faut que ce soit ponctuel. Ensuite, toute chose étant ce qu'il est, le volet administration de l'entreprise reste quand même quelque chose de routinier. Et il faut vraiment croire en ce qu'on fait, en la raison d'être de l'entreprise. La mission, c'est fondamental. Puis avec les années, je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas tant l'exécution de tâches qui m'importe. Parce que le but, pourquoi je le faisais, en fait, c'était pour éviter à des entrepreneurs de tomber au combat. Tout simplement. On le sait, les entrepreneurs ont tendance à être extrêmement minutieux. Ils vont mettre beaucoup de temps dans leur travail. Et parfois, on a des burn-out, de l'épuisement ou un sentiment de solitude. La santé mentale de l'entrepreneur, là, que je parle vraiment, là, l'équilibre. C'est ça que je voulais toucher, moi. C'est là-dessus que je voulais aider en offrant mes services. Mais je me suis rendu compte avec les années, en connaissant de plus en plus ma clientèle, que le déséquilibre et les problèmes de santé mentale des leaders n'est pas que dû au travail. C'est pas seulement l'accomplissement de tâches à l'interne qui fait en sorte qu'ils se sentent débordés ou qui se sentent pas bien. Il y a tout l'aspect en dehors du travail aussi. Parce qu'un leader, là, pour moi, en tout cas, là, c'est ma vision à moi des gens que j'ai rencontrés, puis je m'inclus dans le lot. De diviser le travail et la vie personnelle, c'est vraiment difficile parce qu'on est passionné. Mm-hmm. On travaille pas pour des tâches, on travaille pour une cause. Puis quand on travaille pour une cause, tu le sais parce que toi aussi tu fais ça, Stéphane, on y met tout son cœur, toute son énergie,
Puis souvent, les idées nous viennent, on n'est pas sur un 8 à 4, là. On est dans notre bain le soir, en douche, on est en train de manger sa pop-up, ou on se lève la nuit, puis on fait « Hey, j'aurais dû faire ça comme ça » ou « Je veux faire ça ». C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça le leader qui vit au quotidien. Fait que c'est très difficile de dire à un leader, là, de 8 à 4, tu vas faire tes tâches, tu fais pas plus que 7 ou 8 heures par jour, puis après ça, tu as une vie. Très difficile. Uh-huh. Donc, en tant que leader, on essaie de nous faire croire qu'il faudrait séparer ça. C'est correct, il y en a qui le font, puis je leur lève mon chapeau, j'aimerais ça, faire ça. Mais c'est pas réaliste de penser. Je pense pas que ce soit la majorité des leaders qui y arrivent. Par contre, on peut venir travailler au niveau de notre culpabilité, de notre vision de nous-mêmes. Je donne l'exemple, je me prends en exemple. Dans les dernières années, moi, ce que j'ai eu beaucoup de difficultés et qui a affecté ma santé mentale, c'était l'équilibre vie familiale et travail. Uh-huh. C'est-à-dire qu'en démarrage d'entreprise, j'ai envie de m'investir, je vois la croissance, je vois aussi l'impact de ce que je fais auprès des entreprises pour qui je travaille et ça m'allume beaucoup. Ça a pas de prix, là, je veux dire, de sentir qu'on fait une différence. Et j'ai développé des compétences que je veux mettre à contribution dans ma communauté. Donc, je me suis impliquée dans le comité citoyen de la ville de Nicolet. Je suis dans le CA du Carrefour Jeunesse Emploi, maintenant dans le CA de Télécœur. Je m'implique aussi dans plein d'autres choses. Et au final, ben, c'est mes enfants qui me voient pas gros. Uh-huh. Mais la maman leader, ce qu'elle peut vous dire, c'est qu'elle a eu un gros sentiment de culpabilité de ne pas être assise à la maison. Mais pourtant, quand je l'étais pas toute parce que dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Et ça m'a pris 2 ans et demi avant de faire « Hey, quand je m'implique, quand je travaille puis que je m'accomplis puis que je suis heureuse, je donne un bel exemple à mes enfants de développement du plein potentiel, d'implication dans sa communauté, de personnes qui aiment sa vie puis qui foncent. » Mais ça, ces constats-là, est-ce qu'ils t'ont amené à moduler ce que ton entreprise offre maintenant? Exactement. Au départ, notre mission, c'était l'exécution de tâches temporaires pour l'équilibre des entrepreneurs. Et aujourd'hui, notre mission, et on travaille sur l'élaboration de nouveaux services en ce sens, c'est de contribuer à l'équilibre et la santé mentale des leaders en leur proposant toutes sortes d'outils qui vont toucher autant le côté professionnel que personnel. On parle vraiment de l'humain derrière le leader. En allant travailler sur l'humain, sur l'homme, la femme, qui est leader, sur sa capacité à gérer son stress. On ne parle pas des tâches au travail. Là. Ça, il y a tellement de place pour apprendre comment gérer son agenda, comment déléguer, comment optimiser ses processus. Nous, on vient vraiment en amont, la personne. Mm-hmm. Quand on se sent bien, qu'on est fier de qui on est, puis on sait pourquoi on fait les choses, ça vient diminuer le stress, ça vient diminuer la culpabilité, ça va aider au niveau de la motivation. Une question crève-cœur, j'ai pas été capable d'y répondre début janvier cette année. Et c'était, c'est quoi mon rêve? Mm-hmm. Quand j'ai eu à répondre, je me suis rendu compte que tous mes rêves étaient liés à Coup de pouce PME. Il y avait rien juste à moi, à ma famille. Puis écoute, c'est un mur de briques, là, de dire, je me suis oubliée à ce point-là. Mm-hmm. J'ai plus de rêves. Jeune, je sais que j'en avais plein des rêves, ça bouillonnait, puis faire le tour du monde, partir avec mon sac à dos, puis découvrir le Canada. J'avais plein de choses que je me disais, ça va être le fun, mais là, tout tourne autour de Coup de pouce PME. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut travailler avec... le fameux équilibre, hein, on le dit tout le temps. On a tendance... En prendre soin. Quand on est passionné, c'est ça. Oui. C'est facile de dire les leaders, là, pour être pleinement là dans ta tête, puis motivant, puis motivé, ben, il faut prendre soin de son corps. OK? Ben, quand tu travailles des heures de fou, découpées, puis que tu veux aussi voir ta famille, souvent on néglige cet aspect-là. Mais comment on s'entraîne optimal en un court laps de temps? Comment bien manger quand on est habitué de skipper des repas parce qu'on est tout absorbé? C'est un exemple de volet qu'on pourrait toucher avec notre nouveau concept. Tout ce qui est l'appréciation, la reconnaissance, sentir qu'on n'est pas tout seul. Là, je parle pas d'appréciation au travail, ça touche, mais se sentir apprécié. Souvent, quand on est un propriétaire d'entreprise, on va avoir l'impression de donner beaucoup et de recevoir peu. On est un petit peu, tu sais, l'image du boss dans sa tour d'argent, là.
Mais dans les faits, c'est souvent parce qu'on n'ose pas s'ouvrir, on n'ose pas dire qu'est-ce qui nous inquiète, c'est quoi nos problèmes et tout, parce qu'on a peur de faire mauvaise figure, de faire fuir l'équipe ou les clients. Mais dans les faits, c'est juste être humain. Ouais. Ben, Quand on parle exactement, on parle à des entrepreneurs, puis c'est drôle, tu vas dans des activités de réseautage, tout est beau, tout est parfait, leur entreprise est en croissance, ils ont de l'équilibre, tout va bien. Mais tu les prends à part, ils sont épuisés. Ils sont anxieux, ils ont des inquiétudes à pu finir. Parfois, ils ont même des problèmes au niveau de l'attraction de clients, de la prospection, mais de la rentabilité. Mais on ne va pas dire ça devant d'autres entrepreneurs, on ne veut pas perdre la face. Mais la COVID a été un effet décupleur. Tu sais, ça a amené, puis tu es en contact avec beaucoup de gens, puis ça a été une explosion. Ça va peut-être amener du positif, là, mais ça a été quand même très difficile au niveau entrepreneurial. Tu parlais tantôt, le sens d'initiative, être entrepreneur, c'est être autonome, puis tout ça. Il y avait une instabilité qui pouvait être trillante dans l'entrepreneuriat, mais c'était moins trillant un peu là, quand au mois de mars, il n'y a plus de contrat, il n'y avait plus rien. Là. C'était pas trillant ben. Là. Et les gens qui voudraient en apprendre plus, Marie-Ève, sur ton entreprise, évidemment, on peut communiquer, il y a un site web, page Facebook, etc. Donc, on va où? Coupdepousepme.com. Donc, c'est notre site web. Nous, on est une entreprise vraiment humaine. On est axé sur l'humain, donc n'hésitez pas à lâcher un coup de fil pour en apprendre plus, pour parler. De plus en plus, j'ai des gens qui m'écrivent parce qu'ils veulent se lancer en affaires puis qui trouvent mon parcours inspirant parce que j'ai pas un parcours typique. C'est-à-dire que j'ai pas fait un cours en gestion d'entreprise, j'ai pas navigué à travers l'entrepreneuriat dans ma jeunesse pour dire je fais comme mes parents ou tout ça. Je suis vraiment née d'un besoin de m'épanouir. Puis de plus en plus, j'ai des gens qui m'interpellent juste pour une discussion en visio, ça se fait très bien, ça me fait plaisir d'offrir mon temps. Pareil pour mon associé, même pour les membres de l'équipe. On a aussi des contributions maintenant avec, entre autres, Santé en vrac qui a développé un magazine. Donc, on écrit, j'aime beaucoup écrire. Donc, j'écris dans le journal du regroupement des femmes de carrière de la Mauricie, j'écris dans le magazine de Santé en vrac et de plus en plus, je veux être présente dans certains médias locaux. Ben oui, parce que là en termes de hockey, tu viens de me faire une passe à la palette. Là. Parce que tu as un balado, tu as un podcast, toi. Puis là, il n'est pas alimenté parce que, comme je te dis, on a eu une évolution dans notre mentalité. On planifie vraiment un podcast de 12 épisodes par saison. Okay. Ça va démarrer probablement à l'hiver 2022 parce que d'ici là, on est vraiment très intensément dans autant dans la fin de certains gros mandats qu'on a eus que dans le développement du projet qui va avoir lieu cet automne. Donc, dès l'automne, PME va avoir complètement une nouvelle offre de service. Donc, tout ça pour dire que le podcast, on doit le bâtir correctement, puis on veut vraiment quelque chose qui va revenir. Et il pourrait avoir une grande avenue télévisuelle. On lance ça comme ça. On ne sait jamais. Hein? Merci, Marie-Ève, de ton temps, puis de ton implication, puis de l'inspiration aussi. Je souligne ça. Tu es une fille qui est dynamique, qui est inspirante. Donc, lâche pas, puis bravo pour toutes tes réalisations. Merci, Stéphane. À la prochaine. C'était donc Marie-Ève Dupont, Plamondon, entrepreneur de l'entreprise Coup de pouce PME. Maintenant, c'est au tour de Michael Boucher, qui est coordonnateur aux loisirs et au sport à la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Bonjour, Michael. Bonjour, Stéphane, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Un gars qui a eu son travail modifié. Oui, absolument. on est tous pareils, dans le fond, on n'avait jamais vécu ça. En quoi la pandémie a changé ton travail de coordonnateur des loisirs et du sport, de la culture, excuse-moi, c'est l'Aston? En fait, c'était au début, si on se reporte à mars l'année passée, c'est beaucoup de l'anticipation. On ne savait pas en fait vers quoi on se dirigeait. On ne savait même pas si le sport allait fonctionner à l'été suivant. Donc là, c'était beaucoup de remises en question à ce niveau-là. Finalement, on a réussi à bien s'adapter, mais ça a été beaucoup de
de remise en question. Disons que le travail est moins simple qu'il l'a été. Là. Je veux dire, on peut pas se dire on organise une activité puis on fonce là-dedans. Maintenant, tu as les normes, tu as l'autorisation de la santé publique. Il faut souvent écrire à la SQ pour avoir des autorisations. Donc, il y a plus de démarchage avant de mettre au point une activité. C'est plus compliqué que c'était, mais c'est aussi le fun. Oui, parce que si moi, on se reporte dans le temps, puis là, on se comptera pas de mentir. Moi, je demeure à Saint-Léonard-d'Aston. Fait que je vois beaucoup l'action de votre service des loisirs et de la culture. Il y a eu au départ des défilés. Il y avait des défilés. Explique-moi un peu qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Bien, en fait, ça a été fait. Nous, on a arrêté, en fait, autour du 13 mars, que toutes les activités ont été arrêtées. Autour de la mi-avril, on a fait un défilé dans les rues de Saint-Léonard. En fait, ça a été 3 défilés. Les défis de Léo, donc on a eu des défis et les gens étaient invités à décorer leur maison. Puis nous, on passait dans la rue là, pour, si vous voulez, animer. Ça a été fait à 3 reprises. Donc, pour les couleurs au mois d'avril. Au mois de mai, pour la fête des mères, on a distribué des fleurs à l'ensemble des mères qui se trouvaient là un peu sur le trajet du défilé. Puis, pour le beach party, la fête des voisins, en fait, habituellement, qu'on faisait au parc, on a fait ça sous forme de parade également là, pour rejoindre plus de gens. Dis-moi si je me trompe, Michael, dans le fond, plutôt que normalement, on invite des gens à venir au Centre Richard-Lebeau, à l'auditorium, dans un parc, etc. Dans le fond, on a amené l'activité vers les gens, plutôt que d'amener les gens à... Puis on l'a fait cette adaptation-là à la Fête nationale, parce qu'on le sait, moi puis toi, la Fête nationale à Saint-Léonard-d'Aston, c'est grandiose. Cette année, comment qu'on a viré ça? De quelle façon qu'on s'est adapté au contexte? Ben en fait, tu sais, avec l'interdiction d'avoir des rassemblements, c'était plus compliqué, là, surtout qu'à Saint-Léo, on a la chance d'avoir d'être la fête nationale un peu point là, du secteur, en fait. Là. Donc, on avait beaucoup de gens qui venaient, donc là, ça devenait impossible de le faire. Puis avec le comité de la fête nationale, ce qu'on a fait, c'est encore une fois une parade. On a défilé dans toutes les rues du village. Puis on a fait un show de radio, un spectacle de radio, en fait, diffusé là, sur une onde FM, là, pour que les gens puissent l'écouter de chez eux. Là. C'était diffusé à partir là, du TEC au village. Il y a eu de l'animation, il y a eu des groupes de musique, il y a eu des chansons qui ont été faites. Par la suite, comme chaque activité depuis que la COVID, là, pour les gens qui n'ont pas pu voir, on mettait une vidéo commémorative un peu de l'événement, comment ça s'est déroulé, pour que les gens puissent le voir, même s'ils n'étaient pas présents là, dans l'activité. Parce que, moi, j'ai trouvé ça particulier. Dans le fond, on a fait de la radio à partir de Saint-Léonard-d'Aston. Ça, c'était particulier. Oui, puis une autre, moi, qui m'a marqué dans mon imagination, on s'est ramassé même avec un ciné-parc à Saint-Léonard-d'Aston. Explique-nous un peu comment on organisait ça. Ben en fait, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs aussi, puis on voyait que la formule fonctionnait, donc on s'est dit pourquoi pas chez nous. Puis dans l'optique, nous, on n'a pas annulé d'activité cette année. Notre programmation est adaptée de A à Z. Les seules activités qu'on a annulées, ça a été les spectacles d'humour, naturellement, puis les jeudis en chanson, qui là devenaient impossibles à faire au sens même là, de l'activité. Donc, on a fait en fait, pour remplacer ça, sans remplacer, mais pour venir offrir un petit plus à notre programmation déjà. Là. Donc, on a fait un ciné-parc avec un mini-golf dans la journée aussi, là, pour que les gens puissent retrouver un semblant de vie normale là, à travers nos activités. Donc, on avait installé, on a fait appel, je pense, à la Spectec, on a fait appel, on a installé un écran géant dans le stationnement, le stationnement commun entre l'école La Découverte puis le centre Richard-Lebeau, puis on a pu visionner des films en auto, dans le fond. Comme exactement. Il va y avoir, on a souligné aussi la semaine de relâche. En quoi ça a consisté lors de la semaine de relâche? Parce qu'évidemment, c'est souvent un générateur d'activité dans les milieux. Comment on s'est adapté lors de la semaine de relâche? Ben, en fait, quand on a pris la décision initialement, nous, on fait un camp de jour à la semaine de relâche, donc là, ça devenait impossible cette année. On se doutait, en fait, nous, c'est des choses qu'on prévoit d'avance dès le mois de janvier, que les camps de jour, ça n'allait pas fonctionner cette année, donc on s'est dirigé vers une formule à la maison. Donc, on a fait faire des trousses. Ben, en fait, on a fait des trousses d'activités complètes. Là. C'est une quarantaine d'activités avec le matériel que les gens pouvaient acheter pour faire à la maison. Donc, ça a été, on a eu là, au-dessus de 60 enfants, là, familles là, qui ont pu profiter de ce service-là. Donc, c'est quand même une belle réussite. Puis, c'est pas dit qu'on ne reconduira pas cette chose-là l'année prochaine. On est assez contents là, de la réponse. Donc, c'est ça. C'est des boîtes d'activités qui ont eu avec du matériel de bricolage, le matériel de sport, pour qu'ils reproduisent des activités, en fait, de la programmation qu'on aurait faite au camp de jour à la maison. Est-ce que le matériel mettait en vedette Léo?
Non, on n'avait pas, Léo n'était pas à l'intérieur des boîtes, malheureusement, mais c'était une bonne idée pour l'année prochaine. On va la garder. Là. Parce que je souligne, moi, évidemment, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a un comité famille. C'est comme ça qu'on sait. En fait, il y a plusieurs comités. On a un comité Saint-Léo en famille là, qui est très actif au niveau là, des fêtes de la famille. Le comité des loisirs aussi au niveau des sports, du deck hockey, du tournoi de balle qu'on a eu cet été avec les Marlins. Eux, on est plusieurs comités, en fait, là, qui travaillent. Là, je veux dire, je suis là, moi, c'est moi qui parle, mais en fait, là, ça aurait pu être 75 personnes qui auraient été ici à ma place, puis pour exprimer, en fait, comment ça a bougé cette année à Saint-Léo, là, je veux dire, ça part pas de moi, ça part d'un ensemble. Uh-huh. Parce que ça, on est dans un milieu qui a une grande implication, puis il y a eu des exemples, puis il y en a encore qui sont très actifs. Entre autres, on a une belle qualité de glace en Saint-Léonard d'Aston. M. Lebeau qui... il doit être rendu 70 stars, M. Lebeau, peut-être même 80. Oui, M. Lebeau, c'est notre Dominique Michel qui dit à chaque année, ceci c'est mon dernier bye-bye. Ben Richard, ceci c'est ma dernière patinoire. Et à chaque année, il vient me voir avant l'hiver. Ah, bon, petit gars qui m'appelle, le petit gars, là, je vais faire ta glace cette année. Fait que, je ne sais pas encore combien de temps, mais on est très heureux de l'avoir. Puis cette année, encore, le résultat est parfait. Ben oui, la patinoire. Puis au niveau des sports extérieurs aussi, on a un sentier de ski de fond, raquette. Il faut faire attention pas mélanger les deux, mais on a une belle installation là, que beaucoup de gens qui utilisent. C'est Richard Lebeau, encore une fois, là, qui s'assure là, des pistes de ski de fond, là, que ça fonctionne. Ouais. Ben bravo à Richard, bravo à toi, bravo à Lise aussi, Lise Carignan qui s'occupe de l'aréna. Qui travaille sur les patinoires aussi, tous les comités, les bénévoles. Là. Ben oui. Ben bravo à tous. Puis en tout cas, ben merci Michael de ton temps, puis bonne continuation. Ben merci Stéphane. Salut. Bye. C'était Michael Boucher du service des loisirs et de la culture de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Je suis avec Émilie Godin, directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Bonjour Émilie, tu vas bien? Ben oui, très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Toi, tu es DG depuis 3 ans. Oui, on va parler de ton organisme, là, mais là, j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître, ceux qui te connaissent moins. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec une clientèle au niveau des personnes handicapées? Ah, écoute, ça, je pourrais t'en parler longuement. Premièrement, j'ai étudié en éducation spécialisée à Sorel-Tracy. Fait que j'ai une technique là-dedans. J'ai aussi, des proches là qui ont eu certains défis, donc des personnes handicapées, des enfants surtout. Mais je trouvais que les enfants avaient beaucoup de services à comparer aux adultes. Donc, les enfants vont dans des services de garde, ensuite, ils vont à l'école, etc. Et rendus à 21 ans, dans le fond, ils vont plus à l'école. Puis à ce moment-là, il y a un trou de service. Fait que je me suis dit, pourquoi pas m'investir là pour offrir du service à ces adultes qui ont beaucoup de potentiel, je trouve, au niveau de la communauté. Fait que c'est vraiment une clientèle qui me touche énormément. Là, puis vraiment, on peut le voir, parfois il y a des acquis qui se font à l'école, mais si les gens sont pas stimulés tant au plan physique qu'au plan intellectuel, il peut y avoir un recul. Oui. Il y a des pertes d'acquis vraiment significatives. Puis on va se le dire aussi, tu sais, les personnes handicapées, ils sont isolés là quand même encore dans la communauté. Il faut sensibiliser les gens aussi à les aborder, de pas avoir peur. C'est des gens qui sont magnifiques, là, qui nous en amènent beaucoup finalement, très positif aussi. Le fait de travailler avec eux aussi, c'est très valorisant. Tu fais des petits gestes, puis tu sais, tu as des merci, des sourires, toujours. Ils apprécient vraiment chaque petite chose là, qu'on fait pour eux. Là, fait que c'est bien le fun d'être. En tout cas, moi, j'aime bien ça travailler avec eux. Travailler là-dedans, c'est parfait. Ouais. Puis au grand bonheur de ces gens-là, physiquement, les bureaux de l'association sont situés à Nicolette, mais votre champ d'action est l'ensemble de la MRC Nicolet-Yamaska, je me trompe pas? Oui, exact, c'est ça. Donc, on a l'ensemble de la MRC Nicolet-Yamaska. On était dans une lancée avant le COVID d'offrir les activités un peu partout dans tout le territoire pour justement, il y a un enjeu de transport au niveau des personnes handicapées aussi. Fait que on voulait vraiment offrir chaque territoire parce qu'on s'entend, le territoire il est très vaste. Puis, veut pas aussi, ça demande beaucoup de logistique au niveau du transport. Parce moi puis toi, je présume que tu as une voiture, j'ai une
voiture, je veux Oui. aller quelque part, j'embarque dans ma voiture puis j'y vais. Si Exact. j'ai pas de voiture ou j'ai des limitations qui m'empêchent d'en avoir une, ça se fait pas en criant ciseaux. Non, exact. Ça prend quand même aussi un transport, mais un transport adapté pour certains aussi. Mais il y en a, exemple, qui ont déjà eu des permis de conduire, là, mais que là, ils n'en possèdent plus. Fait que, puis on n'a pas de taxi non plus, puis pas d'autobus comme à Montréal non plus pour se déplacer. Hein. Et au niveau, oui, c'est vrai, on n'a pas le métro un jour, peut-être. Au niveau de la mission, globalement, l'association, elle existe pourquoi? En fait, la première chose, c'est vraiment améliorer la qualité de vie, dans le fond, des personnes handicapées. Donc, on parle de la déficience physique, la déficience intellectuelle, puis le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on englobe vraiment tous les personnes handicapées. Ensuite de ça, c'est vraiment de promouvoir la participation active de ces gens-là, mais aussi les inclure dans la société. C'est vraiment, ça fait partie un peu de nos objectifs, là, finalement, là, je dirais à tous les jours, là, d'inclure ces gens-là dans la société, dans la communauté, dans notre MRC. Par exemple, on parlait de l'exemple du transport. Si on organise un événement, là, on va faire à croire qu'il n'y a pas de COVID, là, mais même s'il y en a une, un jour, il n'y en aura plus. Mais exemple, si on organise un événement sportif ou un événement festival, ça serait peut-être intéressant de penser à offrir un service de transport pour des gens qui n'ont pas nécessairement de transport. C'est ça que tu dis, toi, dans le fond, de favoriser une participation pleine et entière à la vie collective. C'est ça aussi, là, de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les mêmes capacités et les mêmes occasions de faire. Oui, au niveau du transport, mais aussi au niveau de l'accessibilité. On voit souvent en déficience physique encore des événements qui sont pas accessibles aux personnes qui se déplacent en chaise roulante. C'est pas normal là, en 2021 là, d'avoir encore des événements ainsi qui sont pas accessibles à toutes les personnes. Autant au niveau visuel, la déficience physique, c'est pas juste en chaise roulante non plus, c'est la mobilité, dans le fond. Fait que visuel, autant auditif, autant toutes les personnes, finalement, tous les loisirs ou les événements municipaux devraient être accessibles à toutes les personnes handicapées. Donc, dans cette optique-là, est-ce que l'association se permet, je trouverais que ce serait bien correct de le faire, est-ce que l'association se permet parfois d'interpeller des intervenants pour dire, avez-vous pensé à faire ça? Pas pour les chicaner, mais un rappel. Oui, exact, c'est ça. On a tout un côté aussi au niveau de défense des droits. Donc, on fait un rappel, aux différents, exemple, une fête des neiges, une fête ou n'importe quoi, là, on fait le rappel, mais aussi au niveau des commerces. Les commerces, on voit souvent les parkings là, d'handicapés, mais ça va au-delà de ça. Là, ça prend une rampe, ça prend une salle de bain qui est assez grande dans un restaurant pour que les gens puissent aller à la salle de bain, des petites choses comme ça. Fait que oui, effectivement, on fait toujours un petit rappel. Des fois, c'est sûr qu'ils sont pas très positifs à l'idée. Surtout là, avec le COVID, c'est encore plus difficile parce qu'ils en ont plein les bras, là, mais il faut penser à ces gens-là. C'est des gens qui ont des droits comme nous d'aller au restaurant ou d'aller faire un loisir quelconque aussi. Là. Ça ne doit pas être un facteur d'exclusion d'avoir un handicap. Évidemment, il y a des activités. Moi, j'ai déjà participé. J'avais été invité à un après-midi karaoké, ou c'était-tu l'avant-midi ou l'après-midi, parce que je me rappelle. J'étais là avec des gens, tout ça. Est-ce que en temps normal, on tient des activités à l'association dans le lieu physique, là? Oui. On a des activités, là, on va le dire maintenant, présentielles. Oui, on a plein de sortes d'activités selon les intérêts des membres aussi. Fait que là, justement, les gens qui viennent à notre organisme, on les appelle nos membres, ils sont membres ici. Ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup chanter. Fait qu'à ce moment-là, on fait des activités en lien avec ce type d'intérêt-là. Fait que là, oui, va faire des sorties. Je me rappelle, je me semble que j'avais cotisé. Il y avait eu une levée de fonds pour un voyage aux Canadiens de Montréal. Oui, on avait été voir les Canadiens. C'était important. Bon, on parle de hockey, on parle de musique, ça pourrait être d'autres. On voit des sorties. Moi, je vous suis assidûment la page Facebook. Là, je vois des sorties parfois à la passerelle, en forêt, puis tout ça. C'est important que ces gens-là aient des occasions de se socialiser, là.
Oui, exact. C'est des gens qui sont isolés, des gens qui, tu sais, de plus en plus que les gens sont vulnérables, de plus en plus qu'on est isolé à la maison, qui n'ont pas l'opportunité de sortir, aller voir des amis. Fait que nous, c'est un peu c'est notre milieu de vie finalement, c'est comme ça on l'appelle, puis que les gens viennent. Mais on a quand même des activités avec certains objectifs. Là, on parle de la marche à la passerelle, mais tu sais, veux pas, c'est pour se bouger, se dégourdir. C'est important qu'ils puissent sortir de la maison pour, justement, tu disais, la perte des acquis, apprendre des nouvelles choses, socialiser avec des personnes, de bouger. On bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, c'est facile là, comme un peu comme nous, finalement, de passer notre journée à l'ordinateur puis de pas bouger. Fait qu'on essaie vraiment d'aller chercher les besoins puis les intérêts de chacun pour offrir 10 millions d'activités. On a aussi les activités culinaires. Fait que les gens viennent à l'organisme pour apprendre à cuisiner, pour toutes sortes de recettes. Donc, ils cuisinent ensemble, puis en plus de ça, ils rapportent à la maison ce qu'ils ont cuisiné. Fait que ça aussi, c'est super le fun. Là, Est-ce que je me trompe, Émilie, en pensant que tant au plan physique que les gens ont problématiques au niveau intellectuel, est-ce qu'on a comme tout le temps la volonté d'avoir des choses qui vont favoriser l'autonomie? Me trompes-tu? Oui. OK. C'est comme un genre un peu la colonne, la colonne vertébrale, parce que d'avoir des acquis, en retirer des acquis. Évidemment, il y a eu la COVID. Tu parlais tantôt que c'est souvent des gens par différentes limitations au niveau du transport, entre autres, c'est souvent des gens qui sont isolés. La COVID, as-tu fait en sorte qu'ils ont été sur-isolés, la clientèle de l'association? Oui, exactement. Je dirais c'est des gens aussi qui ont certaines problématiques au niveau de la santé. Là, souvent sont pas à l'abri de ça. Chez nous, c'est des adultes qui viennent, donc des personnes aussi âgées. Fait que, tu sais, c'est un plus grand risque aussi de sortir juste simplement aller à l'épicerie maintenant, même pour nous. Mm-hmm. Donc, ces gens-là sortent peu ou pas. On a une réalité aussi dans les familles d'accueil. Les gens ont pas le droit ou c'est pas conseillé de sortir non plus. Fait qu'à ce moment-là, ils sont encore plus isolés. Et il y a une panoplie là, de services que maintenant sont offerts sur Internet. Par contre, ces gens-là n'ont pas accès à Internet du tout, donc n'ont jamais connu l'Internet où ils sont pas en mesure là, de suivre des activités sur Internet au niveau de la déficience intellectuelle. C'est plus difficile. Mm-hmm. Ou ils sont juste pas en mesure de se connecter à un Zoom. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est oui, parce que imaginez-vous une vie sans Internet, une journée sans Internet dans ce moment-ci. Pas de Netflix, pas rien. Ouais. C'est plus difficile. Là, mais on a essayé quand même de compenser. Évidemment, c'est difficile pour tout le monde. Mais entre autres, moi, je perçois qu'il y a peut-être plus d'activités en extérieur qu'il pouvait en avoir dans des hivers réguliers, peut-être. On favorise plus des sorties comme ça. Au niveau oui, on parle de déficience intellectuelle, déficience physique. Qu'est-ce que ce point-là de l'association, qu'est-ce qu'on fait au niveau des gens qui ont des handicaps physiques? Oui, mais déficience physique, premièrement, c'est une incapacité quand même significative. Donc, ça peut être, motrice. Donc, on en voit souvent, là, déficience physique, ça égale chaise roulante, là, souvent. Mais par contre, ça peut être la vision, ça peut être l'audition, ça peut être, un handicap, peu importe lequel, qui fait en sorte que tes activités courantes sont plus difficiles, que ça amène un défi, tu sais. Fait que ça, on est vraiment dans le développement par rapport à ces services-là, autant pour l'accessibilité, mais aussi des cafés-rencontres, où, tu sais, il vit un peu toute la même réalité, tu sais, ces gens-là. T'sais, on parle d'accessibilité, on parle les services offerts, les références. Là, comme présentement, ça va être les impôts. Donc, on essaie des informer sur les différents crédits d'impôt. Il y a vraiment plein de choses, finalement. T'sais, on les accueille puis on les informe sur différents sujets. Là. Puis encore là, c'est de la sensibilisation à la communauté qu'on fait. Je me trompe-tu en disant que vous avez comme une chargée de projet? Je sais pas si c'est ça son titre, mais c'est Catherine Côté
qui s'occupe de ce volet-là, qu'on veut développer, qu'on développe, mais qu'on veut développer de plus en plus. Là. Oui. Vas-y, excuse-moi. Oui, exact. C'est ça. Le conseil d'administration a décidé de vraiment engager quelqu'un pour ça. Donc, c'est Catherine qui fait chargée de projet. Puis, dans le fond, tu sais, là, c'est ça, on va travailler sur plein de choses, l'accessibilité, etc. Fait qu'elle est vraiment, je dirais qu'on est un peu comme embryonnaire sur ce projet-là. Fait qu'on est comme un peu, on est toujours comme ça, mais enthousiasme à toutes les idées qui arrivent. Donc, si advenant le cas, là, il y a des besoins par rapport à ça. On écoute toujours, puis on fait selon les intérêts puis les besoins de la communauté, finalement. L'invitation que tu lances là, s'il y a des gens qui veulent y répondre, des gens qui sont responsables de dossiers, mais je dirais aussi des gens qui ont jamais pensé, qui ont soit un handicap physique ou une déficience intellectuelle, qui voudraient apprendre ce que c'est l'association, voir s'il n'y a pas de l'aide pour eux. Comment qu'on rentre en contact avec l'association? Donc, on peut rentrer en contact là, directement là, au numéro de téléphone, donc 819-293-3336. On a aussi une page Facebook, là, on y va à tous les jours. Donc, c'est le nom, l'Association Personnes handicapées Nicolet Yamaska. Et sinon, mon courriel aussi, direction@phny.com. Donc, on est vraiment très, 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 très présente au niveau Facebook. Là. C'est moderne, hein? Tous les gens nous suivent là-dessus. Ben oui, puis c'est un bel outil de valorisation. Moi, les gens avec qui j'ai été au karaoké, là, ils sont fiers là, quand ils ont des photos et tout ça. Évidemment, on a la pandémie, on a des organismes communautaires comme le vôtre qui ont été au front. Il y a des défis aussi qui existaient avant mars, là, puis qui sont encore présents. Ça va bien, l'association? Ça va bien, très bien. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait aller mieux? La question. C'est sûr qu'au niveau financement, là, c'est jamais facile. Ça va bien, là. C'est juste que, justement, surtout là, présentement, tu sais, avec la pandémie, on a vu que les organismes communautaires, ils étaient là, ils ont laissé leurs portes ouvertes, ils étaient présents du début jusqu'à la fin, même si on n'a pas vu la fin. On a des besoins là, criants de notre communauté, puis c'est sûr que je te mentirais si on dirait qu'on fait pas du bénévolat, des heures de travail et des heures de travail, donc on a comme un besoin de financement, surtout pour engager des gens, tu sais, encore plus sur le terrain. On pourrait faire plein de choses, mais c'est ça. Ça prend des sous. On fait des activités de financement. On essaie d'aller trouver des sous ailleurs, mais c'est difficile quand même là, d'avoir dans le fond, c'est la vie courante, là, veux pas. Mais c'est difficile là, d'avoir des sous. Puis nous, c'est sûr qu'on engagerait peut-être 2 personnes à temps plein. Là, les besoins sont là. Parce qu'on savait, il y a des gens qui soupçonnaient l'importance du milieu communautaire, mais là, on l'a mis en lumière durant la pandémie. Et évidemment, si on va avoir des gens qui offrent des services, comme tu mentionnes, si on parle de financement, mais c'est pas du financement. Dans le fond, c'est du financement pour répondre aux besoins, puis d'assurer aussi une permanence dans l'offre de ces services-là. Parce que si on n'offre pas, vous me permettez un petit éditorial, là, c'est quand on ne donne pas des bonnes conditions aux gens. Oui, on peut être dévoué puis donner de son temps, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aller chercher un emploi qui va être mieux rémunéré. Hein? Et souvent, c'est ce qui arrive. On a des gens très compétents dans le milieu communautaire, mais parce qu'on ne peut pas payer ce qu'ils valent, en réalité, on s'amorce avec un roulement. Puis quand un roulement, évidemment, c'est une perte d'acquis, ça, là. C'est une perte de connaissances puis de pratique aussi. Là. Merci, Émilie, très gentille. Puis on invite les gens à rentrer en contact. Si on a des bonnes idées pour assurer une pleine citoyenneté à tous les gens de citoyens de chez nous, on peut te contacter. Puis si on a aussi un handicap, on peut contacter l'association. On est là. C'est fait pour le monde, ça, pour le monde. Fait qu'on peut appeler. Oui, exact. Puis, tu sais, on est une équipe très motivée aussi, très ouverte d'esprit, puis très accueillante, malgré nos mesures de protection, les masques, etc. C'est ça, on est jeunes, on va se le dire, on est jeunes, mais on est beaucoup motivés là, pour la communauté. Là, fait que c'est bien le fun. Là. Merci, ma chère. C'était donc
Émilie Godin, directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Nicolette-Yamaska. Bonjour, je suis avec Louis-Philippe Johnson, un jeune homme de Saint-Léonard-d'Aston qui est loin du centre du Québec en ce moment. Bonjour Louis-Philippe, tu es à quel endroit en ce moment? À Calgary. À Calgary, puis qu'est-ce que tu fais que tu es à Calgary en ce moment? Qu'est-ce qu'il explique? C'est beaucoup un dépassement de soi. C'est un programme que j'ai décidé de faire parce que c'est une opportunité que tu as une fois dans ta vie et que, selon moi, ça donne juste un bonus de plus parce que tu apprends tellement beaucoup plus des expériences, des nouvelles choses. Ça t'apprend à devenir une personne plus grande, plus mature, à devenir plus autonome. Puis parce que le programme Katimavik, vous êtes combien là en ce moment, le groupe que vous êtes? Présentement, on est 8. On est 8. Il y a des personnes de Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse. On est 2 du Québec aussi. Et ouais, c'est ça. On est vraiment du monde dispersé partout à travers le Canada. Uh-huh. Puis c'est vraiment cool parce qu'on apprend beaucoup l'anglais. Puis apprendre une deuxième langue, là, c'est tellement bien, là, ça donne juste des avantages. Puis évidemment, oui, vas-y. Oui. Il y avait quelque chose tantôt que j'avais oublié de parler, c'est le programme. Dans le programme, c'est qu'aussi on apprend davantage sur la réconciliation avec les Autochtones. Mm-hmm. Dans le fond, on a appris comment que les Autochtones ont vécu un calvaire, comment ils ont vécu beaucoup de maltraitance envers les non-autochtones depuis une centaine d'années, et puis que présentement, les Autochtones en subissent encore beaucoup du racisme, on prouve que c'est une minorité, et puis qu'ils ont comme des fois moins de ressources, ou qu'on est plus, pas méchant, mais comme plus, moi je pourrais dire ça, on est plus porté davantage à dire si il fait ça, tel geste, ben c'est automatiquement une grosse conséquence, tandis que si une personne non autochtone aurait fait le même geste, ben ça aurait été moins sévère. Puis au niveau des projets sur lesquels vous travaillez, une journée typique là, Katimavik, qu'est-ce que tu fais dans ta journée avec tes collègues? Dans le fond, pendant 4 jours, on fait du bénévolat. Moi, présentement, je fais du bénévolat à un centre pour vendre des vêtements, des meubles pour les plus pauvres. Ça ressemble un peu à un village des valeurs, mais c'est plus pour les femmes. Uh-huh. Et puis, je remarque beaucoup que c'est du monde on le voit là, qui sont un peu plus pauvres et qu'on vend tous les objets, le linge moins cher. Puis, en même temps, moi, ça apprend à parler l'anglais. Fait qu'évidemment, Louis-Philippe, toi, tu étais étudiant à l'École de la découverte à Saint-Léonard-d'Aston. Tu as un secondaire 4, c'est bien ça? Tu étais en secondaire 4. Qu'est-ce que tu penses dans le futur? Peut-être pas dans 30 ans, dans 40 ans, mais dans quelques mois, dans quelques années, qu'est-ce que tu penses que tu vas retirer de cette expérience-là? Qu'est-ce que je vais beaucoup retirer, c'est vraiment... excusez-moi, une maturité, premièrement. La vision sur la vie. Uh-huh. Moi, j'habite à Saint-Léonard, alors j'habite dans un rang, j'habite dans la campagne. Et puis, pour moi, vivre à Calgary, c'est une grosse ville. Et puis, je remarque comment que la nature, ça peut vraiment faire du bien et que c'est important. Mais si je serais pas allé à un programme comme ça, je l'aurais pas remarqué. L'anglais, je suis vraiment beaucoup plus ouvert à l'anglais qu'avant parce que je suis vraiment en immersion et puis ça va me servir dans mes voyages, peut-être un travail plus tard et pour moi, c'est très important. Aussi, apprendre à vivre vraiment en communauté avec d'autres personnes d'autres provinces que eux, leur mode de vie est
vraiment différent. Vraiment, là, dans l'Ouest canadien, c'est vraiment différent du mode de vie au Québec. Et puis, ça apprend juste, on apprend juste de plein de nouvelles choses, des nouvelles recettes de cuisine, comment que les autres y vivent. Puis, ça peut en apporter beaucoup. Aussi, dans le CV, avoir participé à Katimavik dans le CV, c'est sur papier, ça c'est très bien, mais oui, sur papier c'est important, mais vraiment c'est sur le mental parce que il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a remarqué, juste des petites choses qu'on disait, bon, ça c'est pas très important, mais que là on s'ennuie vraiment, puis on se dit, hey, ça, j'étais tellement chanceux d'avoir ça, et puis que là, je vais être beaucoup plus reconnaissant sur des petites choses que j'étais pas reconnaissant parce que je me disais, bon, je suis gâté, tout ça, mais que là, je vis comme un peu plus, pas dans la pauvreté, mais que je le vois plus. Et puis ça me fait réaliser vraiment beaucoup, beaucoup de choses que les gens ils ont besoin d'aide et que peut-être qu'ils en ont pas assez, puis qu'on réalise. Puis ça, sur le mental, je trouve que c'est juste un bonus de plus parce que ta vision des choses va être différente, mais ça sera vraiment mieux. Puis je vais voir la vie. Je sais que quand ça va être fini là, au mois de juin, là, ma vision des choses va être totalement différente. Puis ça va juste être un gros bonus pour moi. Fait que moi, j'espère vraiment que si le monde a l'opportunité de faire un programme ressemblable à ça, faites-le à place de rester à la maison par rien faire. Là, juste faites ce que vous avez envie de faire et puis réalisez vos rêves. Puis ce programme-là, là, c'est pas un programme qui, c'est facile. Là. Les 2 premières semaines, là, c'était extrêmement difficile. J'en ai vécu des affaires, là, j'ai vécu des moments de bonheur, des moments de tristesse, des moments de stress. Mais là, c'est rendu un peu une habitude. Là. Les choses, c'est... Se sont placées. Ça s'est placé. On va remplacer. Puis c'est vraiment le fun. Là, l'anglais, je l'apprends plus. Mais ça va encore demander beaucoup d'efforts. Mais si tu vas avoir si dans la vie, tu vas être pas heureux, je veux dire, tu veux réaliser tes rêves, ben ça prend de l'effort. C'est pas en un claquement de doigts que tu vas réaliser tes rêves. Puis Katimavik, ben c'est un programme que c'est le fun, mais mentalement, au début c'est difficile, mais c'est quand tu vas finir ce programme-là, je suis certain que ça va changer ta vie vraiment. Ben, merci. En gros, là. Ouais. Ben, merci Louis-Philippe, félicitations. C'est une belle démarche que tu fais, puis bien hâte de te revoir en présentiel à un moment donné dans les rues de Saint-Léonard-d'Aston. Donc, c'était Louis-Philippe Johnson, un jeune homme de Saint-Léonard-d'Aston qui est en ce moment participant au programme Katimavik.
talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day